Matinale, l'interview frontale. Et j'accueille Olivia Beto-Schwerdhofer. Bonjour madame. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes avocate, docteur en droit, enseignante, membre du conseil d'administration du Nouvel Essor Français. C'est cela, effectivement, c'est cela. Merci beaucoup et vous contribuez également pour Atlantico. J'ai pu lire quelques-unes de vos tribunes. Effectivement. Quelques-uns de vos articles dans Atlantico. Alors, on va parler d'un sujet un peu technique aujourd'hui, mais qui est extrêmement présent dans l'institution judiciaire. On va essayer d'être très didactique et de vulgariser les faits auprès de nos auditeurs. Vous voulez nous parler ce matin, madame Schwerdhofer, du sexisme envers les hommes dans l'institution judiciaire. Alors, comment cela se passe-t-il et comment cela se matérialise, un sexisme envers les hommes? Écoutez, merci de me donner la parole. C'est un sujet assez sensible parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Je suis auxiliaire de justice, avocat, et il s'avère qu'à ce jour, la plupart des décisions de justice qui sont rendues dans le contentieux familial, pour le coup, je ne vais me focaliser que sur le contentieux familial, ont tendance à défavoriser les hommes. Et cette défavorisation d'un groupe en fait genré, les analyses démontrent que cela vient du bien institutionnel qui pose en fait certaines présomptions sur les hommes. Donc on aboutit à des décisions qui ont tendance à les défavoriser. Aujourd'hui, en matière de séparation, par exemple, un homme qui présente pourtant des compétences parentales ne se fera pas attribuer la résidence principale, quand bien même les compétences maternelles de la mère sont défaillantes. C'est un véritable problème de société, parce que ce à quoi on assiste est dangereux pour la suite des relations hommes-femmes. Alors récemment aussi, j'ai vu le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, faire des déclarations et des annonces par rapport à l'actualité au sujet de la petite Layana qui a défrayé la chronique. Mais en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, il allait demander à la plupart des procureurs de prioriser les victimes de violences conjugales, notamment les femmes, de traiter en priorité les femmes victimes de violences conjugales. Alors que le constat est là, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales et qui se trouvent lésés quand les procédures sont instruites. Donc il me semble important de parler de ça. C'est très important parce que ça à quoi on assiste est dangereux pour la société et pour la suite des relations. L'idéologie s'est emparée de l'institution judiciaire alors que un état de droit qui est appuyé, dont l'égalité est un des principes cardinaux, sachant que l'impartialité est également un principe cardinal de la justice, ne peut pas laisser faire. Oui, c'était ma prochaine question, Olivia. En fait, est-ce que tout cela découle d'une politisation de la justice, de l'emprise d'une idéologie de gauche de la justice? Écoutez, quoi qu'il en soit, il y a une réalité qui est là. Il y a un bien institutionnel qui s'empare de l'institution judiciaire. Ce bien institutionnel, c'est lequel? C'est que les hommes, par essence, présentent des défaillances en matière parentale, et le deuxième biais, c'est qu'en matière conjugale, il pèse sur l'homme une présomption, en matière de violence conjugale, le temps pour moi, il pèse sur l'homme une présomption de culpabilité. Et ça, c'est dangereux. De facto, quoi. De facto. Par essence. Une simple déclaration de la victime, qui n'est outillée par rien, permet d'instruire une procédure pénale. Même si la garde à vue, après, va être classée sans suite, parce que finalement, les parquets vont s'apercevoir qu'il n'y a rien. Mais c'est dangereux. Est-ce que c'est une idéologie de gauche? Je ne rentrerai pas sur ce terrain, je reste une technicienne du droit. Donc voilà. Les faits, rien que les faits. Les faits, rien que les faits, le constat, rien que le constat. Parce que quoi qu'il en soit, c'est un débat qui transcende les clivages. C'est-à-dire que les hommes qui subissent, et je pèse chacun de mes mots, ces discriminations sont aussi bien de sensibilité politique de gauche que de droite. Donc aujourd'hui, le débat ne doit même pas se poser là. C'est que l'homme, quel qu'il soit, quelle que soit son orientation politique, lorsqu'il se présente devant une institution judiciaire, est potentiellement défavorisé. Est-ce que c'est un problème qui est récent, Olivia, ou est-ce que ça date de plusieurs années? Écoutez, c'est en fait de ce qui se dit et des analyses et des études, c'est la conséquence un peu du phénomène MeToo. Le phénomène MeToo a permis autant pour moi de libérer la parole de la victime, a permis de donner en fait aux femmes qui subissaient plus ou moins la pression d'une société patriarcale de libérer la parole, mais l'effet pervers est dangereux. L'effet pervers est dangereux. Et aujourd'hui, il faut en parler, il faut poser ce problème sur la table. Il faut en parler.
Est-ce que l'institution judiciaire, certains peut-être magistrats ou encore des juges, prennent en compte ce sujet? Est-ce qu'ils ont vraiment conscience de cette problématique ou pas du tout aujourd'hui dans la justice? Est-ce qu'ils ont conscience de cette problématique? Je me pose la question parce que j'avoue que dans certaines décisions que j'ai eues, dans certaines affaires que j'ai eu à traiter, je me suis posé la question de savoir finalement, est-ce que le magistrat faisait du droit ou il faisait de l'idéologie? Je me pose la question. Et on se pose tous la question, mais seulement personne n'ose en parler. Il y a comme une espèce d'omerta, je le dis et je l'assume, qui règne sur les auxiliaires de justice. Je me pose la question. Est-ce que vous seriez en faveur d'un référendum sur la justice? C'est Alexandre Jardin, l'écrivain, qui souhaiterait mettre en place cela, un référendum sur la justice pour mettre les magistrats devant leurs responsabilités ou pour les fautes des juges. Est-ce qu'un référendum sur la justice pourrait permettre peut-être de réformer en profondeur cette institution? Je ne pense, enfin, je suis prudente parce que finalement, est-ce que le référendum, est-ce que c'est le problème? Non. Moi, en l'occurrence, c'est la formation des magistrats. C'est la formation des magistrats sur laquelle il faut s'axer. Comment sont formés les magistrats? Quand on a un rapport qui est remis au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, on lui demande d'apprécier les violences conjugales sous l'angle de la domination masculine. Vous vous rendez compte? La création d'une institution judiciaire qui apprécierait de facto les violences conjugales sous l'angle de la domination masculine de l'homme sur la femme. Moi, je me dis c'est dangereux. Peu importe. C'est une hiérarchisation, hein, c'est sexiste. Voilà, peu importe les référendums qu'on fera. Mais si on ne réforme pas l'institution, si on ne travaille pas ces biais qui sont en train de traverser l'institution judiciaire, on n'avancera pas. Et dénoncer ce bien institutionnel ne minimise pas, attention, j'insiste dessus, parce que je sais que la doxa va me tomber dessus par rapport à ça, mais dénoncer ces biens institutionnels ne minimise pas, attention, les violences faites aux femmes. Ça, il faudrait qu'on soit très clair là-dessus d'entrée de jeu. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut distinguer ce biais institutionnel dont vous parlez d'un cas isolé? Eh ben, écoutez, un bien institutionnel, c'est une répétition et qui va être argumentée, objectivée par des statistiques. Quand les statistiques démontrent que de facto, dans le contentieux familial, la résidence va automatiquement être fixée chez le père, je vais populariser le droit de garde, j'aime pas ce terme, mais bon, tout venant n'est pas avocat, n'est pas juriste, le droit de garde va automatiquement être accordé au père. On est dans le cas d'un bien institutionnel. Pourquoi? Parce qu'on est dans la culture selon laquelle, la culture materno-centrée selon laquelle, eh ben, le père dispose de moins de capacité parentale pour élever ses enfants. Alors que c'est faux. Maintenant, le cas isolé, c'est lorsque ça va arriver de façon marginale. Mais ici, on est quand même dans une répétition statistique. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Comment peut-on faire en sorte, Olivia, de ne pas opposer les hommes et les femmes à travers cela? Eh ben, écoutez, comment c'est de la responsabilité politique? Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup nombreux de nos politiques se servent de ce sujet, pour diviser, sans doute pour, je sais pas moi, pour draguer un certain électorat. Mais c'est de la responsabilité politique déjà. Imposer aux magistrats, ça c'est une des premières mesures que je pense qui doit être mise en pratique, imposer aux magistrats dans un premier temps de réévaluer la façon dont ils vont aborder le contentieux familial et le contentieux pénal en matière de violence conjugale. Et là, cette mesure, elle va à mon avis défrayer la chronique. La deuxième mesure que moi je pense sur laquelle il faut travailler, c'est instaurer une parité au sein de l'institution judiciaire. Parce que la magistrature plus de 80% de la magistrature est féminine. Donc je pense que... Ça peut expliquer ce biais selon vous? Eh ben écoutez... Alors là, est-ce que vous ne faites pas le jeu inverse de sexisme, en hiérarchisant les humains Quand on a imposé cela dans les conseils municipaux, quand on a imposé cela pour les mandats électifs, est-ce que ça a posé problème? Non. Parce qu'on a fait un constat que l'implication... Il y avait trop d'hommes. Est-ce que c'était problématique de le dire? Non. Mais pourquoi là on a un constat qui est là et qui est documenté, on n'ose pas dire que peut-être que le fait de rééquilibrer le genre au niveau de l'institution judiciaire permettra aussi de résoudre ce problème-là. Je ne comprends pas pourquoi on ne doit pas le dire. Quelle solution concrète pour essayer d'améliorer cette impartialité, Olivia? Solution concrète dans un premier temps, pour tous les papas qui s'estiment être lésés, c'est déjà de ne pas lâcher.
parce qu'ils ont très souvent l'impression que l'institution judiciaire ne prend pas en compte leurs demandes, c'est de ne pas lâcher, d'instruire des procédures judiciaires pour faire respecter leurs droits. Par exemple, en matière contentieuse et familiale, dès qu'il y a une séparation, j'invite très rapidement les papas, autant qu'ils sont, à saisir les juges aux affaires familiales pour faire respecter et constater leurs droits. Et en matière conjugale, en matière de violence conjugale, il n'y a pas de petite violence. Il peut arriver que les femmes aussi fassent puissent faire preuve de violence. La violence n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Et quand vous êtes victime de violence, là je m'adresse aux hommes, n'hésitez pas à aller déposer plainte. Peut-être que les plaintes ne seront pas reçues avec la même célérité que celles déposées par les femmes, mais n'hésitez pas à aller déposer plainte. Il faut documenter les dossiers et c'est comme ça qu'on va faire avancer la justice. C'est comme ça qu'on va faire avancer, à mon avis, le débat. Est-ce que vous pensez que la justice, ce thème des institutions judiciaires sera au cœur de la prochaine élection présidentielle? Est-ce que c'est important que les Français aient conscience de comment se déroule la justice, de comment elle évolue, de comment elle se matérialise en fonction des enquêtes, des différents jugements? Est-ce que la justice doit être au cœur de la prochaine élection présidentielle? La justice qui est un pouvoir régalien, qui est un domaine régalien, doit être justement au cœur de la prochaine élection présidentielle. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis factuelle, hein, je parle en termes de constat et en tant qu'auxiliaire de justice et avocat. Je le dis pourquoi? Le nombre d'associations qui se sont montées aujourd'hui, où les hommes se réunissent parce que leurs droits parentaux, ils se sentent spoliés dans leurs droits parentaux, est incommensurable. Et oui, aujourd'hui, il faudrait que ces hommes-là, qui payent justement les conséquences d'une idéologie qui est en train de prendre en fait l'ampleur sur la justice, oui, puissent faire entendre leur voix. Et d'ailleurs, il y a une association qui va voir le jour, qui va s'appeler MeToo Papa, dont j'en serai la porte-parole, pour imposer que cette thématique soit au cœur du débat présidentiel. On ne peut pas continuer à laisser faire, c'est inadmissible. Moi, je suis profondément attachée à la notion d'impartialité en tant qu'auxiliaire de justice et à la notion d'égalité. On ne peut pas laisser faire et regarder et puis dire, bon, que chacun se débrouille, c'est normal, non. On a eu autant de papas qui ont la volonté de s'impliquer dans l'éducation et la vie de leurs enfants. En tout cas, pour ce qui est de la France, je ne sais pas ce qui est des autres pays, mais moi, je parle de là où je vis, du pays auquel j'appartiens. On n'a jamais eu autant de pères qui sont sensibles, qui ont envie de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et dans la vie de leurs enfants, mais qui finalement se retrouvent très vite mis de côté, évincés. Pourquoi on veut en fait effacer l'homme? La vie de l'enfant dans ce genre de cas, dans des divorces, dans des gardes alternées, Olivia, il compte la vie de l'enfant? La vie de l'enfant peut dire je préfère être avec mon papa ou... En tout cas, l'enfant est entendu. Là encore, c'est laissé à la libre appréciation des magistrats. Moi, j'ai eu à traiter des affaires où l'enfant a été entendu, son droit de ce côté est respecté, mais le magistrat ayant estimé que finalement il était mieux qu'il soit chez tel parent, était allé à l'encontre de l'avis du magistrat, était allé à l'encontre de l'avis des enfants. Donc oui, l'enfant va être entendu, hein, si c'est demandé, l'enfant va être entendu. Mais là aussi, il y a un autre biais, parce que très souvent, c'est la maman qui a la garde de l'enfant. Quand elle sait que l'enfant va être entendu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le travailler au mental, comme on dit. Formater. Elle va le formater et il ira tenir un discours qui est conforme, dans la plupart des cas, à ce qu'elle lui a dit, quoi. Donc là aussi, c'est biaisé. Merci beaucoup Olivia Betto-Schwersdorfer d'avoir été avec moi ce matin. C'était un véritable plaisir. On a essayé d'être très didactique auprès de nos auditeurs. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez dans Frontières la matinale. Écoutez, quand l'association sera lancée, parce que nous organisons une grande réunion d'ici septembre où nous réunirons justement tous les présidents d'associations, voilà. Je serai ravie de venir vous en parler afin qu'il y ait un écho qui soit relayé. En septembre alors, c'est ça? En septembre, et que cela compte dans le débat présidentiel. Absolument. Écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant. Excellente journée et à bientôt. Merci. Alors, dans Frontières la matinale, petite page de publicité dans un instant. François Blumenroder, responsable de la communication de l'Institut pour la justice, est avec nous.